dans cette session réalisée par les blogueurs d'Alsace, première émission d'une série consacrée à l'accompagnement des entrepreneurs pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous allons vous parler de télétravail avec un expert, Jean-Christophe Hull, et nous allons traiter de plusieurs sujets. Les ressources disponibles sur le web, la méthode et le management à distance, les questions plus juridiques, l'avenir du télétravail après l'épidémie. Bonjour Jean-Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour Mathieu, Jean-Christophe Hull. Donc, effectivement, je suis basé au nord de Strasbourg, à Reichstett. J'ai travaillé plus de 20 ans dans l'informatique ancien modèle. Et sans être informaticien, et ce qui m'intéresse dans l'informatique, c'est plus à quoi ça sert que comment ça marche. Et donc, le télétravail m'est apparu de manière assez évidente en voyant se développer les outils collaboratifs et les réseaux. Et depuis, je suis basé à Reichstett où je gère une société qui s'appelle Je gère mon bise et une autre qui s'appelle Bureau Mobile, qui est un tiers-lieu où on accueille des télétravailleurs. Est-ce que tu as des chiffres sur le télétravail avant la crise et depuis le début de cette crise? Effectivement, avant la crise, on avait quelques chiffres qui nous parlaient entre 10 et 15% des salariés qui ponctuellement télétravaillaient. Et là, ce matin, justement, dans la dernière nouvelle d'Alsace, il y a un article qui s'appelle Télétravail, ils regrettent déjà leur bureau et estiment travailler plus. Voilà, où là, on parle de 60%, 76% des Français actuellement en télétravail, forcés, voilà, et dont 32 ont le sentiment de travailler plus longtemps que d'habitude. Voilà. Et dans cet article, effectivement, on découvre quelques chiffres d'une étude qui a été faite là récemment par un réseau d'espaces de coworking. D'accord. Alors, tu parlais justement de gens qui ont l'impression de travailler plus. Est-ce qu'il existe peut-être des chiffres sur la productivité des télétravailleurs par rapport aux salariés normaux? Alors moi, j'en connais pas. Par contre, c'est clair que quand les gens sont en télétravail, sur le temps économisé sur les trajets, ils en réinvestissent automatiquement sans que ça leur soit demandé la moitié dans le travail. Hmm. Donc en termes de productivité en temps, c'est déjà intéressant pour l'entreprise, même si c'est pas normal parce que les gens sont supposés faire leurs 35 heures. Et le deuxième point qui est intéressant, on le voit sur un TEDx sur Internet d'un gars qui dit effectivement que le travail n'est pas un lieu où on va travailler. Donc c'est un peu provocateur. Il explique que quand on va au travail, on est tout le temps dérangé et chaque interruption, il faut quasiment un quart d'heure pour se remettre dans son travail. Donc à partir du moment où les gens restent à la maison et sont pas dérangés, on peut estimer qu'ils ont une meilleure productivité. Alors, bon, tu connais plutôt bien le domaine du télétravail. Tu avais co-organisé le Tour de France du télétravail il y a quelques années. On y avait participé avec les blogueurs d'Alsace. Est-ce que tu pourrais nous donner aujourd'hui un petit peu l'étendue des services qui existent pour les télétravailleurs? Alors aujourd'hui, en fait, tout existe, hein. Je veux dire, ça fait des années qu'on pousse, mais déjà le cadre juridique est bien cadré. Il y a un accord national interprofessionnel qui date de 2005. Ensuite, il y a une loi pour les salariés du privé et les salariés du public en 2012. Et en 2017, il y a l'ordonnance Macron qui vient encore préciser les choses. Donc tout est juridiquement cadré. Mhm. Sur le plan du management, c'est aussi assez clair, hein, le management par objectif, la confiance, etc. Et après, les outils sont là aussi, hein, donc le réseau, on est en train de l'expérimenter en ce moment, hein, donc on a du réseau un peu partout, et on a des outils informatiques qui permettent de travailler de n'importe où. Donc tout est là, il manque juste la volonté, et malheureusement, le virus a fait en 15 jours plus que nous en 15 ans. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde expérimente le télétravail. Alors, quelles sont les tâches aujourd'hui qu'on peut faire en télétravail? Alors, les tâches, c'est essentiellement du travail administratif, mais effectivement, la personne qui travaille dans du commerce ou dans de la production, c'est un peu plus compliqué. Encore que sur la production, il y a aussi une partie de bureau qui pourrait être regroupée sur une journée et faite à distance, mais c'est essentiellement tous les gens qui sont dans les bureaux et qui arrivent le matin et qui allument leur ordinateur, ce qu'ils auraient pu faire une demi-heure ou une heure avant à partir de chez eux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'agenda, ça veut dire de la visio en tant qu'outil. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Tu as peut-être des exemples que le grand public ne connaît pas aujourd'hui encore?
Alors, effectivement, les outils, c'est important, hein. D'ailleurs, dans la définition de la loi du télétravail, les outils informatiques sont mentionnés, hein. Donc, c'est des gens qui vont utiliser ces outils-là. On peut les ranger en deux catégories. La première, c'est les équipements qui vont permettre euh, d'accéder à l'extérieur de l'entreprise à la même chose que ce qu'on a dans l'entreprise. Donc ça, on va dire, c'est le niveau 1. Et le deuxième niveau, c'est tout ce qu'on va appeler les outils de travail collaboratif qui vont permettre d'utiliser la visioconférence pour que les gens se voient, d'utiliser la téléphonie mobile, les agendas partagés, la possibilité de rédiger des documents à plusieurs à distance. Voilà tout ce qui fait, tout ce qui vient gommer la distance et qui va permettre aux gens de travailler ensemble séparément. Donc, il y a aussi des outils pour vraiment dédiés au management. Je pense à Monday ou d'autres systèmes de ce type. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu utilises ou tu préconises ce genre de choses? Alors moi, j'utilise pas vraiment parce que la première chose quand on met en place le télétravail, c'est la confiance. Donc après tous les outils, parce qu'il y a quelques outils qui permettent de suivre le temps, etc. Bon, après on adhère pas, mais aujourd'hui tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut voir si les gens sont encore vivants derrière leur ordinateur parce qu'ils ont bougé la souris. On peut on peut suivre leur temps. On a des outils comment dire de gestion de tâches. Comme ça, on peut voir quelles tâches sont faites, sont en cours, etc. On a de la gestion de projet. Tout est aujourd'hui disponible. Après, il faut regarder par secteur d'activité si c'est pertinent ou pas. Alors, est-ce que tu pourrais donner quelques noms des leaders sur ce marché du télétravail et des outils justement qui sont utilisés? Alors, il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect outil et il y a l'aspect aussi accompagnement, parce que le télétravail, ça ne suffit pas de le décréter, il faut vraiment l'accompagner. Donc, il y a des gens au niveau national comme LBMG WorkLab qui travaillent beaucoup pour accompagner les entreprises à mettre en place le télétravail. Il y a des réseaux qui se montent de tiers-lieux comme Relais d'entreprise, Extramuros. Il y a une association qui s'appelle Actipol 21, coworkingfrance.org. C'est des gens qui ont développé un label pour que les lieux dans lesquels les gens peuvent travailler aient à peu près tout ce qu'on en attend. Il y a des supports de communication comme The Village qui diffusent de l'information. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes aussi qui traitent du télétravail. Ensuite, niveau des outils, tous les outils aujourd'hui de gestion que les gens ont en entreprise sont souvent accessibles en mode web, que ce soit Divalto, Cegid, etc. Soit directement en mode web, soit avec un VPN. Ça, c'est l'ancien modèle, on va dire. Dans les nouvelles versions, c'est des solutions qui sont directement dans le web. Qui sont Donc là, il y a des directement en ligne, plateformes. Pardon ? qui sont directement en ligne en fait. Oui, il y a des plateformes qui sont directement en ligne, comme chez Google ou chez Microsoft, chez Amazon, plus localement Atolia. Voilà, il y a des outils collaboratifs qui permettent de travailler à distance ensemble. Donc des plateformes qui permettent de tout gérer au même endroit. Alors, on peut tout gérer au même endroit et idéalement, aujourd'hui, on ne s'envoie plus de mails avec des pièces jointes. On travaille tous ensemble sur la même version de document qui se met à jour au fur et à mesure. On gère les versions, on voit qui a fait quoi, etc. Tout est horodaté, enregistré automatiquement et ça permet vraiment d'être productif dans son travail administratif. Ouais, ça évite les allers-retours, quoi. Faut éviter les allers-retours, les copier-coller, parce que là, c'est là où on perd beaucoup, quoi. Quand on est deux, ça peut aller, mais quand on commence à être 5, 6 à travailler sur un même document, c'est juste ingérable. Alors, tout ça pose quand même la question de la sécurité, notamment la sécurité informatique. Alors, par rapport à ça, est-ce que les plateformes sont au point? Est-ce que voilà, il y a de temps en temps des alertes par rapport à ça? Alors, effectivement, les plateformes sont généralement très au point. Tout est sécurisé, crypté, etc. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit l'entreprise qui mette à disposition ces outils pour ses salariés pour qu'elle en maîtrise le contenu, la sécurité, etc. Souvent, ce qu'on voit, c'est ce qu'on va appeler le shadow IT. C'est que l'entreprise, elle a son mode corporate et dedans, c'est tellement rigide et tellement lent que les salariés s'organisent eux-mêmes. Donc, ils vont utiliser WhatsApp, ils vont prendre les versions gratuites des outils pour faire du collaboratif. Alors, c'est bien, ça marche, mais en termes de sécurité, c'est pas toujours l'idéal.
Donc, il faut que les entreprises soient réactives et mettent à disposition de leurs salariés les outils qui leur permettent de faire la même chose, mais en étant dans un cadre sécurisé et maîtrisé par leur DSI. Alors, tu parlais tout à l'heure de lieux de travail en télétravail. Est-ce que tu as une idée à peu près de comment font les gens pour s'organiser? Est-ce qu'ils bossent de chez eux? Est-ce qu'ils bossent dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, des espaces de coworking? Quelle est la proportion à peu près? Alors aujourd'hui, c'est clair que compte tenu de ce qu'on est en train de traverser, tout le monde travaille à la maison, hein. Donc voilà. Par contre, en temps normal, les chiffres disent qu'il y a à peu près 90% des gens qui travaillent à la maison. Il y a aussi une méconnaissance de cette notion de tiers-lieu. Les gens, quand on leur dit télétravail, ils pensent tout de suite home office. Donc je vais travailler de la maison. Dans la définition du télétravail, c'est expliqué que c'est pas forcément le domicile, c'est à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça peut être chez soi, ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans un espace de coworking, voilà, dans ces notions de tiers-lieux. Et donc, effectivement, nous, on milite pour plutôt aller vers ces notions de tiers-lieux, parce que les gens à domicile, il y a un mélange privé-professionnel qui est pas toujours terrible, ni pour le salarié, ni pour son manager. Il y a pas forcément les conditions idéales pour travailler, parce que si on finit sur son canapé en face de sa télé, c'est pas génial. Voilà. Et puis, on n'a pas forcément du haut débit pour bosser, etc. Donc, ce qu'on préconise, c'est plutôt d'aller dans le tiers-lieu, qui est un espace qui est proche de son domicile et dans lequel on va ne plus être isolé. On va être avec d'autres collègues qui sont pas forcément des collègues de bureau, mais d'autres personnes. Donc, quand on va boire son café, on n'est pas tout seul. Et puis, on y retrouve une machine à café, un photocopieur, des salles de réunion et tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Et surtout des horaires. C'est-à-dire qu'on vient le matin en s'étant habillé, rasé, on repart à midi, on revient l'après-midi, on repart le soir. Voilà. Donc, parce que souvent, le domicile, on a un petit peu de mal à se discipliner. Soit les gens bossent beaucoup trop, soit ils bossent moins. Pardon ? C'est un problème. Ça peut être un problème pour certaines personnes d'un coup, générer, passer beaucoup de temps à la maison et se dire à 23h, oh mince, j'ai oublié de faire ça, hop, je me connecte vite et voilà. Donc c'est vrai que le tiers-lieu peut être pratique pour ça. Oui, on a remarqué qu'il y a deux profils, on va dire, je le fais simple, de salariés, hein. Alors déjà, ils n'ont pas été forcément recrutés pour faire ça, donc on les a pas testés à ce niveau-là. Et après, à domicile, soit on bosse beaucoup plus, soit on bosse beaucoup moins. Mais des gens qui savent se discipliner et respecter, c'est très rare, quoi. Donc il faut veiller à ça et il faut que les managers justement soient conscients de ça, sachent le suivre et puissent corriger si jamais il y a besoin. Alors, en parlant des employeurs, est-ce qu'il y a des avantages vraiment pour eux, justement pour avoir des employés en télétravail? Quels peuvent être les avantages pour eux, justement? Pour moi, il y a quasiment que des avantages. C'est-à-dire que si les salariés se déplacent moins, ça va leur coûter moins cher et ils vont gagner du temps. Donc, ça veut dire que ça va être des gens qui vont être plus impliqués. Le travail est souvent beaucoup mieux fait parce qu'on est mieux concentré. Voilà, il y a plus de productivité, c'est une manière de fidéliser ses salariés aussi. Et puis, on a des entreprises qui ont du mal à recruter. Parce que quand on est à Wissembourg et qu'on cherche un directeur marketing, c'est pas forcément évident. Par contre, si on peut proposer que la personne qu'on cherche puisse être quelques jours à distance, ça peut aussi élargir le cercle pour recruter, quoi. Donc, personnellement, j'y vois que des avantages, quoi. Alors, tu as peut-être un retour là-dessus, mais comment fonctionnent les entreprises qui travaillent avec des salariés en télétravail? Elles leur donnent des horaires ou est-ce qu'elles les laissent un petit peu gérer? Il y a des plages fixes et puis le reste, c'est aux employés de se débrouiller un petit peu ou comment ça se passe? Alors déjà, dans la loi précise que ça doit être un peu formalisé, hein. Donc idéalement, c'est d'avoir une charte de télétravail au sein de l'entreprise qui explique comment ça marche, quels sont les outils, voilà. Il faut fixer aussi, alors c'est sur le volontariat, ça peut pas être imposé ni aux salariés ni aux managers, donc c'est quelque chose qui doit être consensuel, sauf en cas de crise où l'employeur peut exiger que le télétravail, comme aujourd'hui, puisse se déployer. Et après, il y a des horaires, il faut fixer des horaires minimums auxquels les deux sont joignables. C'est-à-dire le manager peut appeler ses salariés inversement. Mais après, il y a une certaine liberté
Alors après, c'est à l'entreprise et aux salariés de placer le curseur, mais la base du télétravail, c'est la confiance. Donc, si les gens doivent s'absenter pour aller chercher leurs enfants ou aller chez le médecin, tout ça peut être facilement intégré. Donc, ça implique plus de souplesse également, sachant que si on veut que le télétravail soit performant, il faut mettre ce qu'on appelle en place un management par objectif et non pas un management par présentiel. C'est-à-dire, avant, on jugeait les gens, ils viennent à 8 heures, ils partent à 17 heures, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre 8 heures et 17 heures? On ne sait pas. On présume qu'ils ont travaillé. Là, à partir du moment où on va mettre en place le télétravail et qu'on n'a pas les gens sous les yeux, on va essayer plutôt de manager par objectif. Après, comment l'objectif est atteint? Tant qu'il est atteint, je dirais, on s'en fout pas, mais parce qu'il y a un certain nombre de temps de présence qu'il faut respecter, mais c'est aux salariés un petit peu de s'organiser. Alors, bon, tu parlais tout à l'heure de la loi, donc tout ça est encadré. Petite question juridique comme ça, toute bête. Un employeur qui a des salariés en télétravail, qu'est-ce qu'il doit faire au niveau des assurances, par exemple? Est-ce qu'il doit avoir une assurance spéciale? Est-ce que le salarié doit avoir une assurance spéciale? Alors, les assurances, bon, ça, c'est au cas par cas. Il faut regarder ce qui est écrit dedans, hein, mais c'est clair que tous les équipements qui sont mis à disposition par l'entreprise dépendent de l'assurance multirisque pro de l'employeur. Donc, à lui de se renseigner auprès de son assureur pour voir si effectivement tout ça est dans le droit. C'est le cas, hein. Par contre, au niveau du salarié, à partir du moment où il va utiliser, alors si on parle du télétravail à domicile, alors si on est en tiers-lieu, il n'y a pas, la question ne se pose même pas. C'est le tiers-lieu qui est assuré, etc. Mais s'il travaille depuis chez lui, il faut quand même qu'il s'assure que son assurance multirisque habitation peut prendre en compte un certain nombre de choses, parce que tout ce qui est mètre carré dépend de son assurance multirisque. Donc ça, c'est bien de poser la question, éventuellement de le déclarer pour être couvert en cas de problème. D'accord. Donc maintenant, on le voit avec cette crise, énormément de personnes travaillent depuis leur domicile. Euh, Tu penses que ça va changer après, à la fin de cette crise? Est-ce que les employeurs vont avoir peut-être une prise de conscience sur les bénéfices que peuvent apporter le télétravail? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, tout le monde va revenir au boulot et comme normal, avec des horaires fixes, etc. Alors, c'est mon vol plus cher. J'espère que c'est pas juste une parenthèse, mais un vrai virage, hein, ce qu'on est en train de vivre. C'est malheureux, mais derrière, les gens étant obligés de télétravailler, alors ils en voient les limites aussi, parce que 5 jours par semaine, obligés de le faire sans avoir les outils, etc., c'est pas les conditions idéales. Mais du coup, ils vont acquérir une bonne maturité, je pense, autour du télétravail. Ils vont voir l'intérêt de limiter ça peut-être à un jour ou deux, pas plus, et puis éventuellement d'aller dans les tiers-lieux, parce que si on doit gérer ses enfants, etc., c'est juste pas possible. Donc, j'espère que c'est une belle prise de conscience. Je suis déjà très heureux de voir que nos chefs d'État arrivent à se réunir à 27 en visioconférence, donc en évitant les déplacements, en ayant un meilleur bilan carbone, en évitant les altermondialistes, et le soir, ils dorment à la maison. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, et puis on voit que la qualité de l'air s'améliore également, qu'il n'y a plus d'embouteillage. Donc, j'espère vraiment, vraiment que les gens vont prendre conscience que c'est possible et que tout est là pour le faire. Alors, autre petite question, la dernière pour ma part. Quel conseil tu pourrais donner aux chefs d'entreprise pour que ça se passe bien, tout simplement? Alors, je l'ai un peu évoqué avant, mais la première chose, c'est la confiance. Donc, il faut avoir confiance en ses salariés. C'est pas le cas dans toutes les entreprises, hein, donc il y en a chez qui c'est clairement pas possible. Il faut que les objectifs, mettre ce management par objectif en place, qui est quelque chose de consensuel, qui doit être fait en discussion avec le salarié. Si on lui met des objectifs irréalisables, autant ne pas en mettre. Après, il faut aussi surtout lui mettre à disposition les outils et le cadre idéal pour que ça se passe bien. Et être à l'écoute, corriger rapidement et surtout, en termes de management, remettre de la convivialité. Parce que travailler à distance, on perd un peu en cohésion d'équipe, c'est pas l'idéal, hein. Mais donc, justement, avec le management, en réorganisant des apéros, en faisant des réunions pour se rencontrer physiquement, voilà, il faut vraiment remettre de la convivialité pour éviter que
cette distance crée une distance entre le salarié et son management, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais encore un mot à ajouter. Écoute, non, je te remercie d'avoir organisé ces vidéos. C'est vraiment une très bonne idée. Le télétravail, il y a beaucoup de compétences dans la région, de gens qui poussent depuis des années, donc c'est pas très compliqué à activer. C'est une notion de tiers-lieu. Il faut absolument aussi que les gens prennent conscience que le télétravail peut aussi se faire ailleurs qu'à la maison, parce que le télétravail est trop souvent égal à travail à domicile. Mais voilà, sinon, je trouve que cette période, au-delà de tout ce qui est négatif, va quand même apporter des bonnes choses pour l'ensemble des salariés du territoire et des entreprises. Merci beaucoup à toi. Et puis, Merci à à très toi et bientôt puis sur les réseaux. à très bientôt. Voilà, nous espérons que cette première session aura répondu à l'essentiel de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser par mail, alsaceblogger@gmail.com. D'autres sessions vont suivre avec des thématiques comme la comptabilité, le droit du travail, ainsi que des entretiens avec la Chambre des commerces et de l'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Fédération française du bâtiment. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux pour ne pas manquer les prochaines sessions. Vous pourrez également les retrouver sur notre site www.blogger-alsace.com.